bienvenue pour ce premier numéro d'entrée de l'Actu Bourse. Vous le savez, le magazine des tendances de marché des sociétés cotées. Alors vous le savez, les investisseurs, ils regardent au quotidien les décisions des banques centrales ou les résultats des entreprises. Mais une autre transformation est à l'œuvre, beaucoup plus lente, mais peut-être plus puissante encore, le vieillissement de la population. Quels seront ses effets sur l'épargne, sur les marchés financiers, sur l'immobilier ou encore sur le financement des retraites? Eh bien, c'est précisément le thème de la 13e édition de l'Université d'été de l'Asset Management, organisée à Dauphine, dont Boursorama est partenaire, et qui sera diffusée sur la chaîne YouTube de Dauphine et sur Boursorama. Et ce sera jeudi après-midi. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Serge Darol, directeur et professeur à l'Université Paris-Dauphine. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Et à ses côtés, Jean-François Bay, directeur de Bourse First, l'offre de banque privée de Boursorama. Bonjour Jean-François. Bonjour Laurent. Bon, peut-être Serge, pour commencer, un petit point sur l'Université d'été de l'Asset Management. Revenez un petit peu sur l'origine, la genèse de cette manifestation. Quel en était l'objectif initial? Alors, l'objectif est toujours le même. Ouais. 13e édition. Donc, c'est tout simplement rassembler les différentes composantes du monde de la gestion d'actifs au retour du break estival. D'accord. Donc, vous avez des académiques qui travaillent sur ces sujets-là. On les retrouve à Dauphine. Vous avez des sociétés de gestion aussi qui s'intéressent aux sujets d'actualité. Et puis, vous avez des investisseurs. Et donc, on a tout simplement trouvé qu'il était intéressant de mettre ces différentes composantes ensemble, de se retrouver tous au retour des vacances et donc de travailler sur un thème qui change tous les ans. C'est pas si fréquent, donc, finalement, que le milieu économique et le milieu financier se parlent, Serge? Non, c'est pas fréquent. C'est peut-être pas fréquent, mais je trouve que c'est là où il y a de la valeur, où on peut trouver des synergies. Et on va trouver finalement à la fois des canaux de transmission qui permettent, pour nous, je vais dire académiques, d'adresser les sujets qui sont les sujets du moment. Et pour les professionnels, de pouvoir accéder à une ressource supplémentaire qui est disponible ici à Paris. On a cette connexion entre le monde de la finance et le monde universitaire. Et donc, cette université d'été va nous permettre de créer ce cadre qui permet d'échanger sur des sujets communs, ensemble, au retour des vacances. Il y a une curiosité du monde financier sur la recherche académique, Serge? Oui. Ouais. Vous avez des chaires de recherche, vous avez des chercheurs aussi qui font du conseil pour des sociétés de gestion. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très vrai dans le monde anglo-saxon. Donc il y a beaucoup de sociétés de gestion. C'est à ça qu'on pense spontanément. Voilà, avec des universités. Et donc nous, on a à Dauphine, on a envie de profiter de notre proximité avec le monde de la finance pour importer cette pratique et la mettre à disposition des acteurs de la place de Paris. Bon, vous l'avez dit, 13e édition et le thème, un thème différent. Chaque année, le thème retenu pour cette édition 2026, quelle allocation dans un monde vieillissant? On entend parler aussi beaucoup de la grande transmission, ce gigantesque transfert de richesse entre générations qui va avoir lieu. C'est un thème qu'on aurait pu avoir l'année dernière, qu'on peut avoir cette année, qu'on pourrait avoir l'année prochaine, tant il va marquer les années à venir, finalement, Jean-François. Oui, effectivement, Laurent, en fait, au sein de l'université, on prend des grandes mutations. On a parlé déjà de mutations technologiques, on aurait pu parler d'intelligence artificielle, de géopolitique, de climatique, puisqu'on a aussi parlé de climat au sein de l'université. Et là, on a pris le biais démographique. Les évolutions démographiques, ce qui est bien en économie, j'allais dire, c'est que c'est du très long terme. On les voit arriver, on les voit bouger. Donc, ce n'est pas des décisions tactiques qui change du jour au lendemain. Et l'élément aussi qui est intéressant, c'est que ça vient impacter en fait l'ensemble de la gestion financière, de la gestion de patrimoine. On est tous concernés d'un point de vue microéconomique et on remet ça en macroéconomique et on regarde un peu ce que ça donne au niveau français, européen ou mondial. Alors l'élément qui est intéressant, et on le voit dans le graphique qu'on a préparé, c'est qu'on a la chance en France d'avoir des Français qui épargnent beaucoup, qui ont épargné beaucoup, qui continuent même encore aujourd'hui. Qui sont les champions du monde de l'épargne. On est à 18% en moyenne. Exactement. Et l'élément qui est assez intéressant, c'est que les seniors épargnent plus
que la moyenne. Ils sont à 25% de taux d'épargne en ce moment. Donc, il y a un supplément, notamment depuis 2020. Et donc, quelque part, cette masse constituée fait qu'on a 60% du patrimoine des ménages. Donc, immobilier plus financier, c'est 17 000 milliards bruts en moyenne. Enfin, le grand chiffre macro à retenir. Et c'est 17 000 milliards. On s'arrête quand même dans 5 minutes sur ce chiffre qui est considérable. Et plus de 6 000 milliards en financier. C'est le chiffre qu'on donne parfois dans les médias en ce moment en disant, tiens, si on s'intéressait à l'épargne des Français et on sort... Attention à la façon dont on s'y intéresse quand même. Hein. Et donc, ce grand chiffre, en fait, est entre les mains à 60% des plus de 60 ans. Donc, entre les mains des seniors, c'est bien. C'est des gens qui ont travaillé, qui ont épargné. C'est un peu logique. C'est mathématique, j'allais dire. On se constitue une pelote. On en a un peu plus à 60 ans, 70 ans qu'à 20 ans ou à 10 ans. Et donc, quelque part, on a cette masse qui s'est constituée. Alors, le deuxième élément, quand on parle d'évolution démographique, c'est que justement, on essaye... ça, c'est plutôt le passé. On regarde dans le rétroviseur et on prend la photo aujourd'hui. On essaie de se projeter dans le futur en disant 2050, 2100, qu'est-ce qui nous attend ? Tout ce que j'évoquais, cette fameuse grande transmission. Grande transmission. Ouais. Et donc, c'est le deuxième grand chiffre et grand graphique qui est présenté et qui sera présenté jeudi à l'université d'été. C'est qu'on voit effectivement que on va, parce qu'il va y avoir des baby boomers, des boomers qui vont décéder malheureusement, ça c'est mathématique, on peut rien y faire. Et donc l'ensemble de ce patrimoine va changer de main. On va assister à une transition de patrimoine inédite dans l'histoire française, multipliée par 4 par rapport à ce qu'on avait dans les années 2000. C'est-à-dire qu'en gros, Laurent, c'est 700 milliards d'euros par an qui vont être transmis aux générations futures. Donc par an, c'est quand même colossal. Incroyable. C'est 4 fois plus que ce qu'on avait connu dans les années 2000. Et donc, quelque part, ça va avoir des implications à la fois sur... Donc c'est d'ici 2040, ça a été calculé par la Fondation... D'ici 2040. D'ici 2000, tous les ans, d'ici 2040. Donc ça a été calculé, estimé par la Fondation Jean Jaurès. Ça veut dire que ça va avoir des implications pour les seniors qui ont ce patrimoine entre les mains aujourd'hui, en se disant, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et optimiser ce patrimoine et cette transmission, et par les héritiers aussi, qui vont se dire, tiens, c'est à peu près en moyenne 1 million d'euros qui va être transmis par héritage, donc les sommes en présence sont quand même colossales. Sauf que c'est intéressant ce que tu dis, Jean-François, parce que même les transmissions, on imagine effectivement de façon assez basique, si je puis dire, transmission de parents à enfants, sauf que c'est plus aussi simple que ça, forcément. Hein. Oui, alors c'est le troisième enseignement qu'on va évoquer au cours de l'université, mais il y en aura plein d'autres, c'est qu'effectivement, quand on regarde les courbes démographiques, dans les années 1980, vous aviez une espérance de vie de 70 ans et vous transmettiez à vos enfants. Bon, jusque-là, ils avaient environ 40-50 ans. Aujourd'hui, en fait, si vous poussez la longévité, donc augmentation de la longévité, diminution de la natalité, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de personnes qui vont avoir 90 ans, 95 ans, 100 ans. Mécaniquement, ça veut dire que pendant ces héritages, vous allez avoir 4 ou 5 générations en même temps. C'est-à-dire que 100 ans, 70 ans, 50 ans, 30 ans, 10 ans, enfin, vous allez potentiellement devoir réfléchir. Il y a des gens qui sont déjà à la retraite. Oui, transmettre à quelqu'un qui a déjà 70 ans, c'est pas super utile, il a déjà sa carrière derrière lui. Et vous allez donc devoir sauter des générations en disant, qu'est-ce que je dois faire pour transmettre à mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, il va y avoir 4 ou 5 générations en même temps, ce qui est unique dans l'histoire, on n'a pas connu ça, et ça, c'est lié à l'augmentation de la longévité. Bon, c'est super intéressant, ça cherche cet aspect de la grande transmission sur les patrimoines financiers, mais on se dit aussi qu'un monde qui vieillit, ça a des conséquences macroéconomiques bien plus larges. Peut-être à commencer par le premier, de se dire, est-ce que des économies vieillissantes ne sont pas tout simplement des économies qui ont moins de croissance ? Alors, effectivement, c'est un sujet qu'on va traiter lors de l'université d'été de l'asset management. L'idée, c'est vraiment d'essayer au-delà de cette première question, de sortir les questions qui sont les questions que chaque classe d'investisseurs va se poser. Donc, que ce soit un fonds de pension, que ce soit un investisseur, un family office ou un investisseur en retail, le contexte de vieillissement va amener à se poser un certain nombre de questions. Et donc, c'est une des parties
de l'université d'été, essayer d'identifier quelles sont les grandes questions qui vont être liées au thème. Et là, on va avoir une table ronde d'investisseurs qui vont en fait lister toutes ces grandes questions, tous ces grands thèmes. Est-ce qu'on a droit à un teaser du coup? Quels sont ces grands thèmes? Voilà. Moi, j'en devine quelques-uns. Ça va forcément parler un peu d'immobilier, par exemple. Alors, d'abord, en fait, on va avoir les investisseurs. Et à côté de ça, on va avoir les sociétés de gestion qui vont proposer leur approche, leur solution, leur lecture. Et notamment, en fait, sur les actifs illiquides, il y a une problématique qui est double. Un actif illiquide, souvent, il n'est pas repricé, c'est-à-dire que le marché n'est pas là pour revaloriser l'actif. Et la grande transmission va permettre ce repricing, c'est-à-dire que quand vous avez... imaginons une résidence principale, vous décédez, vous transmettez, là on va se poser la question, quelle est la valeur actuelle et donc, si on veut prendre l'exemple de l'immobilier, par exemple, qui est un exemple qui touche tout le monde, on va voir que certains actifs immobiliers vont avoir des valeurs, ont pris des valeurs qui sont très très importantes versus les rendements qu'ils produisent. Donc, la question va se poser. Une espèce de grande réévaluation qui va avoir lieu quand je vous écoute. Est-ce que cet actif qui rapporte 2% par an est un actif que je veux garder dans mon portefeuille ou je préfère le vendre pour aller sur d'autres classes d'actifs? Donc ça, on voit très bien que c'est le deuxième effet de ce vieillissement. Jean-François en parlait très bien. On va avoir un repricing de tous ces actifs illiquides avec des conséquences sur l'évolution des allocations, les choix d'investissement des nouvelles générations derrière. Et Laurent, la question ne se poserait pas trop rapidement si les jeunes générations étaient demandeuses de ce patrimoine immobilier, parce qu'à la limite, on se dit il y a une transmission et on voit que les seniors ont beaucoup d'immobilier. Et si les jeunes sont demandeurs d'immobilier, on trouvera un équilibre et finalement la transmission se passera. Sauf qu'on voit que les jeunes s'intéressent moins à l'immobilier. C'est plutôt une question pour les seniors et les retraités, surtout à Paris. Donc dans certaines zones, et les jeunes s'intéressent beaucoup à la bourse, aux ETF, aux cryptos, aux actifs liquides, etc. Et pas tellement à cet immobilier pierre. Et donc c'est là où aussi il y a une sorte de rupture générationnelle qui représente un risque et sur lequel il y a des questions. Pas sûr effectivement que ce mark-to-market et cette revalorisation d'un patrimoine qui était ancien, qui a été constitué sur longue période, se valorise et soit acheté, et en tout cas dans des conditions et avec des niveaux de rendement qui soient les mêmes. Surtout qu'on parle beaucoup de hausse des taux en ce moment. Et donc, vous savez bien, Laurent, que quand il y a une hausse des taux, il y a une hausse des coûts de financement, et donc ça a un impact sur des classes d'actifs illiquides comme l'immobilier, qui sont des actifs de rendement. Est-ce que les taux, Serge, c'est aussi un des sujets qui va être débattu et une des conséquences du vieillissement? Alors, évidemment, on va regarder les conséquences du vieillissement sur l'ensemble des classes d'actifs. Donc, aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de vous donner ces conséquences, mais... dans le cadre de l'université d'été de l'asset management, on va mobiliser des expertises. Donc, on va travailler avec des sociétés de gestion sponsors qui sont des spécialistes de chacune des classes d'actifs qui vont venir partager leur expertise des classes d'actifs. D'accord. Donc, on va avoir typiquement sur les actions Fidelity, on va avoir sur les taux Sycomore, sur les allocations ou sur les actifs liquides Société Générale et JP Morgan pour les allocations. Donc ça, c'est les grandes sociétés de gestion qui vont travailler cette année avec nous pour répondre aux questions liées au vieillissement. Et à chaque fois, on va avoir des spécialistes, des gens qui travaillent au quotidien sur ces classes d'actifs pour pouvoir... mesurer les conséquences. On peut déjà déflorer un peu, Laurent, et donner quelques éléments. Soyons fous. Allez. Les gagnants et les perdants. On parle des taux d'intérêt. Vieillissement égale baisse des taux. Donc on l'a vu, le scénario à la japonaise se mettre en place pendant de très longues années. Sur les actions aussi, les spécialistes des marchés actions vont nous parler justement un peu des gagnants et des perdants et des secteurs qui vont de cette silver economy. C'est ça, exactement. Le mot est lâché, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de fonds thématiques qui se sont lancés justement sur la silver economy. Exactement. C'est encore quelque chose qui est d'actualité. Oui, c'est d'actualité parce qu'en fait, on arrive à transformer un risque en opportunité.
C'est-à-dire qu'on voit le risque arriver, on voit le vieillissement, et on se dit, tiens, ça a une mutation, ça a des impacts sur la consommation et les investissements, et donc, quelque part, je peux peut-être en profiter et ne pas subir. Et donc, quelque part, c'est des seniors qui investiront demain dans la sécurité, qui investissent dans les loisirs, qui investissent dans l'assurance, qui investissent dans la santé. Le budget santé, dépendance est colossal. C'est aussi la technologie, parce que, mine de rien, avoir des robots chez soi, ça devient une réalité. La santé connectée de façon générale. Santé connectée, digitalisation de la santé. On a tous envie d'avoir un robot pour nous aider. Je sais pas. En tout cas, c'est les gens qui réfléchissent à ça. Oui. Et quelque part, donc, on voit effectivement se dessiner des thématiques et des entreprises qui profiteront sans doute de cette thème, donc silver economy ou vieillissement de la population. Donc, c'est clairement intéressant et c'est clairement des sujets qui seront abordés. Bon, plein de thèmes pertinents. C'est le moment de tout nous dire, Serge, sur le côté info pratique. Donc, quand est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on peut y accéder? Voilà, tout ce qu'il faut savoir. Alors, c'est très simple. Jeudi prochain, le 27 août, ça commence à 14h. On va parler de ce thème-là pendant 4 heures. OK. Donc, on peut venir en physique à Dauphine pour assister vous pouvez venir en physique. Il suffit juste, pour venir en physique, de s'inscrire. D'accord. Après, donc, allez sur... on mettra le lien en bas de la vidéo. Sur le site de Dauphine, vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit. D'accord. Et aussi, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, vous pouvez vous connecter sur la page de Bourseau et vous aurez la possibilité de voir en direct l'ensemble des débats. À partir des 14h, pour 4 heures de débat. Le sujet est complexe et il mérite bien qu'on s'y intéresse pendant 4 heures. Bon voilà, 4 heures, visible sur Boursorama, visible également sur la page YouTube de Dauphine. On mettra tous les liens en description de la vidéo, ainsi que le lien pour s'inscrire si vous voulez aller directement. On peut poser les questions si on est dans la salle, Serge? Alors non. Mais par contre... vous pouvez poser des questions après, puisqu'il y aura des stands, des différentes personnes qui présentent, et donc vous pourrez... Là, il y a un petit moment d'échange qui est possible. Vous aurez, mais pas pendant les 4 heures. Le sujet était vraiment très complexe, et donc on est obligé de cadrer les choses. Cadrer les débats. En tout cas, voilà, l'invitation est lancée pour l'université d'été de l'asset management à Dauphine. Ce sera jeudi à partir de 14h. Merci, messieurs. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Voilà, c'est tout pour ce numéro de l'Actu Bourse, le premier de la rentrée, je vous le disais. Puis si vous avez apprécié et que vous nous suivez depuis la page YouTube de Boursorama cette fois-ci, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt.